Mesdames et messieurs, bonjour. Il neige à gros flocons en ce moment à Pékin, mais le climat de la visite de Richard Nixon reste au beau fixe. Parmi les clichés qui nous parviennent de Pékin, celui-ci, je vous invite à le regarder, c'est un vieillard sur le passage des voitures, sur le passage du cortège officiel. Et il me semble qu'on peut lire dans son regard l'intérêt, la curiosité, l'étonnement peut-être aussi, et encore de la satisfaction. L'opinion chinoise, que l'on croyait indifférente au commencement de cette visite, s'est éveillée. Elle a découvert l'événement. Hier, on s'est arraché le quotidien du peuple qui publiait, fait exceptionnel, 6 photographies de la visite, avec le président Nixon, bien sûr. Et à cet intérêt répond la curiosité chaleureuse des Américains, dont témoigne aussi bien Mme Nixon, ici photographiée lors de la visite d'une école, aussi bien donc la présidente que M. Nixon, dans les nombreux entretiens qu'il a avec le Premier ministre chinois. On en est au 3e entretien Nixon-Chou En-lai, avec les mêmes protestations de bonne humeur, de courtoisie, je ne sais pas si l'on peut dire d'amitié, ou alors vraiment, il n'est pas de situation au monde qui ne puisse se détendre par la politique du contact. Voici les images du 2e entretien entre les deux délégations. On peut dire que la Chine se met en frais pour le président des États-Unis et que ce dernier, avec ses conseillers, répondent aimablement. Sur le fond, rien n'a percé de la dizaine d'heures d'entretien jusque-là, et il serait abusif sans doute de dire qu'on est devenus de vieux amis en 48 heures. Contraste, 11 lignes dans la Pravda, le quotidien de Moscou, ce matin. La presse soviétique observe la même discrétion que les jours précédents pour rendre compte de la visite. À Spécial Chine, dans un quart d'heure, peu après 13 heures, M. Audru sera avec nous, Louis Audru, député maire de Montreuil, membre du Parti communiste, qui revient de Chine. Depuis des années, un communiste français n'avait pu, en tant que membre d'une délégation constituée, fouler la terre de Chine. Il nous donnera ses impressions, M. Audru, et nous serons en direct avec Pékin. Maurice Werther commentera les images que nous recevrons. De Moscou, télégramme de l'agence TASS, il y a 40 minutes. La station automatique Luna 20 s'est posée avant-hier sur la Lune, nous le savions déjà. Elle a effectué sa mission et elle vient de quitter le sol lunaire pour regagner la Terre. C'est un bel exploit qui nous fait penser à celui réalisé par Luna 16 il y a 18 mois environ. Luna 20 revient avec des échantillons de sol lunaire. Cette fois, il s'agira sans doute de pierre, puisque l'engin s'était posé dans une région très montagneuse et très accidentée. Luna 16, il y a 18 mois, était revenu avec 100 grammes de sable. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. Si j'ai d'autres dépêches, je vous en ferai part. Ailleurs dans le monde, ici, terrestre, les 15 membres de l'équipage du Boeing 747 allemand dérouté sur Aden sont toujours prisonniers des 5 pirates de l'air arabes. Ces derniers retiennent l'équipage en otage pour obtenir la libération de 5 Palestiniens qu'ils disent prisonniers des autorités d'Allemagne de l'Ouest. Mais le gouvernement de Bonn affirme n'avoir aucun fedayeen actuellement dans ces prisons. L'affaire Altman-Barbie, vous voyez ici un dessin paru ce matin dans le quotidien La Nation. Les Boliviens semblent hésiter. Ils affirment maintenant qu'ils poursuivent l'étude du dossier. On note que la Croix-Rouge internationale va communiquer au gouvernement français de nouvelles pièces de ce dossier. Plusieurs protestations après l'annonce de la non-extradition et interdiction faite à Beat Klarsfeld, qui veut intervenir auprès du gouvernement bolivien. Interdiction lui est faite donc de séjourner à La Paz. Visa d'entrée refusé. Au Maroc, le procureur du roi vient de demander 25 peines de mort à l'encontre de militaires jugés pour la tentative de putsch avortée de l'été dernier. Depuis cette nuit, on connaît l'avis de l'opposition marocaine sur le référendum et le changement de constitution proposé par le roi Hassan II. Il s'agit de vaines et fausses solutions qui cachent les dimensions réelles du problème. L'opposition marocaine préconise l'abstention au référendum prévu pour le 1er mars. Grande-Bretagne, indignation après l'attentat d'Aldershot. L'armée républicaine irlandaise a frappé en Angleterre, 7 morts et 19 blessés au mess d'un régiment de parachutistes. On en parlait hier à Télésoir. On a terminé de déblayer les dégâts autour de ce mess. Dublin, pour sa part, vient de s'assurer de la personne de 4 chefs de l'IRA, en répondant ainsi à l'émotion de l'opinion publique en Angleterre. Chez les mineurs, toujours en Angleterre, c'est aujourd'hui que commence la consultation de la base, après les propositions formulées samedi du fait de l'intervention de M. Hiss pour essayer de mettre fin à la grève. En Grande-Bretagne, l'électricité est essentiellement fournie à 70% environ par des centrales thermiques alimentées par le charbon. En France, la situation en cas de grève serait différente. Vous allez voir pourquoi avec Annick Beauchamp, qui est au siège de l'EDF. Nous sommes dans la salle du dispatching national de l'EDF à Paris. Monsieur Viard, que représente la part de l'électricité fournie par les centrales thermiques en France?
Cette part est actuellement de 55% des moyens totaux installés en France. Est-ce que ce qui se passe en Angleterre peut nous arriver à nous, en France? Eh bien, il est toujours difficile de se vanter qu'un malheur n'arrivera jamais. Mais ce que je peux vous dire, c'est les points sur lesquels la situation de la France diffère de la situation en Angleterre. Ces points sont au nombre de 3. Premièrement, les liaisons avec les pays voisins. Deuxièmement, la diversité des moyens de production. Et enfin, le problème du stockage des combustibles primaires. Liaison avec les pays voisins. Eh bien, vous voyez que, vous savez que l'Angleterre est une île, et la seule liaison qu'elle a actuellement avec l'Europe est un câble sous-marin que vous voyez là-haut sur la carte et qui actuellement livre à l'Angleterre environ 160 000 kW. Au contraire, la France est au cœur d'un système de lignes à haute tension qui relie toutes les centrales de l'Europe et qui permettrait éventuellement de recevoir en France environ 3 millions de kilowatts des pays voisins. Donc, au fond, la France, ou plutôt l'Europe électrique, existait même avant le marché commun. Cette Europe électrique existe depuis longtemps. Sur un simple coup de téléphone, nous échangeons. Il y a une bourse du courant, si vous voulez, en Europe, qui permet de faire des échanges très importants. Le second point, disiez-vous, Monsieur Viard, diversité des moyens de production. Eh bien, diversité des moyens de production. En France, l'hydraulique joue un rôle beaucoup plus important qu'en Angleterre. Pratiquement, l'hydraulique existe peu en Angleterre, tandis qu'en France, il représente environ 46% des moyens dont dispose l'électricité de France pour faire face à ses besoins. Sur le plan du thermique classique, la diversité existe dans les combustibles primaires qui sont consommés dans nos centrales. Pour faire marcher nos chaudières, comme vous le savez, nous faisons de la vapeur qui font tourner nos turbines, nos alternateurs pour envoyer du courant. Ces chaudières peuvent marcher avec du charbon ou avec du fuel oil ou indifféremment avec l'un ou l'autre de ces combustibles. Si bien que si l'un des combustibles manque, nous pouvons reporter la production sur l'autre. Imaginez par exemple que vous n'ayez plus de charbon du tout, qu'il y ait, je ne sais pas, une grève ou bien que les canaux soient gelés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, en ce moment, d'abord, nous ferions appel à nos stocks. Au début de cet hiver, nous avions pratiquement de quoi marcher tout l'hiver sans aucun approvisionnement. Si l'Angleterre avait déjà été liée à l'Europe, elle aurait échappé aux inconvénients graves qu'elle vient de connaître et qu'elle va connaître encore pendant 2 ou 3 semaines parce qu'il faudra ce temps-là, si les mineurs répondent oui à la reprise du travail, pour retrouver la normale en Grande-Bretagne. À armes égales, hier soir, M. Fontanet, ministre du Travail, et M. Maire, secrétaire général de la CFDT, ont débattu âprement des conditions de travail, mais dans le contexte actuel, leur discussion ne pouvait que déboucher sur le problème des rapports entre l'État, la politique et les syndicats. Chacun des participants nous a confié, à l'issue de l'émission, ce qu'il avait pensé de l'intervention de son adversaire sur ce point. Vous avez été amené à poser à plusieurs reprises ce soir à M. Maire, à partir des conditions de travail, le problème de la politique contractuelle. Qu'avez-vous, et de la concertation, qu'avez-vous pensé des réponses de M. Maire à ce sujet? J'ai regretté de constater chez M. Maire un refus d'engagement, un refus de prise de responsabilité pour garder une totale liberté de contestation. Je ne nie pas que la contestation soit nécessaire pour un syndicat. Le syndicat a présenté des réclamations, mais il faut bien qu'à un certain moment, cette réclamation aboutisse. Et au moment où la réclamation doit aboutir, la meilleure manière d'élaborer la solution, c'est de négocier, c'est de dialoguer, et de dialoguer de façon constructive. Et à ce moment-là, je crois que si le syndicat veut obtenir le maximum possible de concessions de son interlocuteur, il faut qu'il accepte un certain engagement. S'il ne s'engage pas, son interlocuteur ne s'engagera pas non plus et on arrivera à des solutions médiocres. Donc ce n'est pas au point de vue d'une morale, du point de vue d'une certaine morale contractuelle que je pense que les syndicats doivent accepter de prendre leurs responsabilités. C'est dans un souci d'efficacité de leur action même. Monsieur Maire, on vous a reproché, en particulier un des questionneurs, de ne pas avoir répondu aux questions posées. Est-ce que tel a été votre sentiment, et en particulier quand on vous a posé des questions concernant la répartition entre équipements collectifs et élévation du niveau de vie? Non, mais alors absolument pas. J'ai, je crois, répondu très franchement et très clairement aux questions posées. Mais il y a effectivement 2 formes de pensée. Ceux qui disent qu'il faut accepter les choix dans les limites de ce qui existe aujourd'hui, et ceux qui estiment qu'il faut changer ces limites en changeant la société. Je me situe dans cette 2e catégorie. Et je regrette aussi que quelquefois M. Fontanet ait donné l'impression de dire « mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'opposition systématique, mais la négociation, la vraie, c'est de reconnaître que l'autre est différent.
que l'on n'a pas la même chose à dire et qu'il ne faut pas amener l'autre sur son terrain. Il faut trouver un point d'accord quand on fait un compromis entre deux positions qui au départ sont effectivement très différentes. Notons que l'UDR lance une campagne pour soutenir la politique contractuelle. Elle entend mobiliser les Français pour la défense de cette politique et s'opposer aux attaques dirigées contre la politique sociale du Premier ministre. Mais le déblocage de cette politique contractuelle se fait attendre. Ni la CGT ni la CFDT ne signeront cet après-midi l'accord sur les salaires pour l'année en cours au charbonnage de France. Par ailleurs, ce matin, à la RATP, Transport Parisien, deuxième réunion, on en attend peu de progrès. Je n'ai pas de détails pour l'instant. Dans la presse, la décision a été prise par la direction de Sud-Ouest, notre confrère de Bordeaux, de fermer ses portes, lock-out de l'établissement, donc, au 5e jour de la grève des ouvriers du livre. Et puis, il y a du nouveau en ce qui concerne la drogue et cette fameuse affaire du SDEC de la drogue, l'affaire Delouette-Fournier. Qui avait fourni à Delouette, convoyeur de drogue, les 44 kg et 500 grammes d'héroïne qu'il tentait d'introduire aux États-Unis au mois d'avril dernier? Eh bien, Delouette avait dit jusque-là le commissaire Fournier, l'un des agents du SDEC. L'Office de répression des stupéfiants, que dirige le commissaire Lemuel, répond aujourd'hui « C'était Dominique Mariani, un repris de justice appréhendé à Paris il y a un peu plus de 48 heures. Mariani vient d'avouer, il sera entendu cet après-midi par le juge d'instruction Roussel. Voilà qui doit donc soulager le colonel Fournier. Les autoroutes françaises. Monsieur Chalandon, qui sera demain l'invité de l'actualité en question, sur la première chaîne de télé le soir, M. Chalandon précise l'accélération du rythme de construction de nos autoroutes. 5000 km seront en service au total en 1979 contre 1730 actuellement. Un nouveau tunnel aussi sous les Alpes, le Fréjus, entre la France et l'Italie. Accord de construction signé à Paris aujourd'hui. Ils sont déjà nombreux, ces tunnels sous les Alpes, du col de Tende, l'un des plus anciens, jusqu'au Mont Blanc, l'un des plus récents. Voici venir le Fréjus. En 1962, M. Pierre Dumas, député maire de Chambéry, reprenait le projet en créant la Société française du tunnel routier du Fréjus. Cette société rassemble 5 départements, le Rhône, la Savoie, l'Ain, l'Isère et les Hautes-Alpes. 12 centres, dont Chambéry, Grenoble et Lyon, 13 chambres de commerce et 8 entreprises régionales. Du côté italien, dès 1959, un comité avait été créé. L'écho favorable recueilli par l'action conjuguée de ces deux sociétés d'économie mixte a montré rapidement que de part et d'autre des Alpes, on avait pris conscience de la nécessité de créer un contrepoids au développement industriel du nord de l'Europe en accélérant l'épanouissement économique du quadrilatère milan-Gênes, Marseille et Lyon. Turin étant le centre de ce quadrilatère et Lyon l'un des pivots. En Italie, les intempéries de ces derniers temps ont fait de nombreuses victimes, plus qu'en France. Ainsi, une avalanche à Cervinia, d'où nous vient cette photographie de dégagement de l'une des victimes. Le temps, heureusement, s'améliore des deux côtés des Alpes. Chez nous, les pluies sont désormais au nord, sur la partie nord, sur la Normandie, un petit peu sur la Bretagne. Il fera moins mauvais cet après-midi sur la majeure partie du pays, mais il y a des menaces d'averses qui viennent cette fois-ci d'Espagne. Je me pousse un peu pour vous montrer 2 éléments de notre carte qui concernent des villages bloqués par la neige. D'une part, dans l'Iseran, dégagement par hélicoptère des touristes bloqués à Bonneval-sur-Arc, et par ailleurs, dans l'autre sens, on a apporté du ravitaillement dans la station. Et puis, village isolé aussi. Dans la région du Queyras, les éléments se sont déchaînés et l'on a reparlé de nouveau de cette vallée maudite. Des coulées de neige successives ont obstrué des routes et coupé les fils électriques. Privé d'accès de courant, le village de Ristola a été isolé pendant plusieurs jours. Le retour du beau temps a facilité les travaux de déblaiement et nous avons assisté au passage de la première voiture. Vous allez découvrir avec M. Laurence, maire de la commune et responsable des services des ponts et chaussées, l'étendue des problèmes posés par les sautes d'humeur de la nature. Le principal problème au départ, ça a été de dégager la route pour pouvoir y accéder. Il a neigé pratiquement sans interruption de vendredi jusqu'à dimanche dans la matinée. En ce qui nous concerne, pour les ponts et chaussées, nous avons travaillé vendredi, nous avons recommencé samedi matin à 5 h et vers 1 h du matin dimanche, je pensais être sauvé en ayant coupé une première avalanche, c'était ouvert. Et puis une série de coulées se sont produites entre 1 h du matin et 7 h dimanche sur 2 km de long à peu près et ça nous a soulevé de très très gros problèmes. Vous avez pu constater que nous avons été obligés de faire intervenir un bulldozer de 35 tonnes. C'était le seul moyen possible pour dégager la couche de neige qui était de l'ordre de 3 mètres de hauteur à peu près. Problème du ravitaillement. Bon, le problème du ravitaillement a été facilement résolu à l'aide de la dameuse pour les pistes de ski qui, elle, pouvait se permettre de passer par-dessus les coulées et qui apportait essentiellement le pain.
Pour tout le reste, il y avait quand même sur place, notamment pour les collectivités, des stocks qui leur permettaient de tenir le coup. Et avec l'EDF aussi, vous avez eu quelques soucis. Les coulées de neige dont je vous parlais à l'instant, qui se sont produites dans la nuit de samedi à dimanche, ont emporté la ligne en partie, c'est-à-dire il y a 7 pylônes qui ont disparu. Il fallait donc trouver un moyen pour leur remettre l'électricité rapidement. L'EDF s'est dévoué à la limite et nous a monté un groupe électrogène très important qui fonctionne depuis hier au soir. Et à ce sujet-là, la situation est sauvée également. Nous sommes à l'antenne. Une dépêche à l'instant. J'apprends par le Quai d'Orsay que M. Schuman, au cours du Conseil des ministres de ce matin, vient de préciser que la réponse du président de la République bolivienne à M. Pompidou concernant la demande d'extradition de Klaas Barbie n'est pas encore parvenue à Paris. M. Léo Hamon n'a pas fait de commentaire. Peut-être aurons-nous autre chose avant la fin de cette émission. Rendez-vous dans 2 minutes pour Spécial Chine. Spécial Chine, 3e édition, 3e jour du voyage de M. Nixon à Pékin. Avec nous, merci M. Audru d'être venu à cette tribune de Télémidi, M. Louis Audru, député de Montreuil, membre du Parti communiste français, et qui vient de se rendre en Chine avec une délégation de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, l'un des rares communistes à être allé en Chine récemment, disons-le. Le premier depuis longtemps, en tout cas. Bien, vos commentaires dans un instant. Avant, Maurice, nous avons reçu des images du dernier entretien entre M. Nixon et M. Chou En-lai qui vont sans doute ressembler à celles que nous avons vues à 12h46, mais soyons présents sur l'événement. Pas tout à fait, parce qu'il y a cette fois-ci un changement. C'est M. Chou En-lai qui s'est dérangé pour aller voir M. Nixon à sa résidence qui se trouve quelque part dans la cité interdite, où il occupe plusieurs pièces, notamment d'une très jolie maison aux tuiles jaunes. Je pense que nous allons voir dans bien voici M. Nixon et M. Chou En-lai qui sont en train d'entrer. À l'image, s'il vous plaît. À l'image, je pense. Nous les avons sur un canal adjacent et je crois qu'on va les avoir pour les téléspectateurs. Je crois que nous avons quelques petites difficultés. Et ce que nous avons sur un canal adjacent, c'est tout à fait différent. C'est M. Nixon et Mme Nixon en train d'arriver. Ah, voici. Ah, voilà, un peu de neige à Pékin. Oui, et voici le président Nixon qui est sur le pas de la porte de sa résidence pour attendre M. Chou En-lai qui, cette fois-ci, comme je vous le disais, s'est déplacé pour venir lui rendre visite. Cet entretien, comme celui d'hier, aura duré encore une fois 4 heures. Et en accueillant M. Chou En-lai, M. Nixon, qui fait décidément des progrès en chinois, lui a dit « Ni hao ». Ni hao, ça veut dire textuellement « comment allez-vous », mais c'est un petit peu plus familier que le « comment allez-vous », c'est presque « salut » ou « hello » en américain. Donc, atmosphère détendue dès le départ, on pose complaisamment pour les photographes. M. Nixon, nous allons le voir, est entouré de ses conseillers habituels, M. Kissinger, son agent secret, comme on a dit, et les adjoints de M. Kissinger, M. Holdridge et M. Lord, et M. Chou En-lai, lui, du premier vice-ministre des Affaires étrangères et d'autres fonctionnaires du ministère chinois des Affaires étrangères. Donc, entretien qui aura duré encore une fois 4 heures, parce que nous sommes un petit peu en avance sur l'événement. 4 heures hier, 4 heures aujourd'hui, on commence à penser que véritablement on va plus loin que briser simplement la glace, parce qu'on peut dire qu'après l'accueil du président Mao, la caution suprême du côté chinois, celle du président Mao, caution qui est équivalente du côté américain, puisque c'est le président Nixon lui-même qui est venu, on peut dire qu'en 8 heures d'entretien, on doit avoir été un peu plus loin au fond des problèmes. Maurice Werther, je vous interromps. Voici maintenant en direct Pékin, par satellite bien sûr. Pendant que vous parliez, j'ai vu sur le rémanent, les voici, le président Nixon et M. Chou En-lai assis à une tribune. Et ils assistent à un défilé, c'est le côté un petit peu protocolaire extérieur de cette visite, il en faut bien. Il va y avoir une démonstration de gymnastique, c'est un sport auquel les Chinois excellent. Je remarque les 2 théières face aux 2 présidents. Toujours, dit M. Audru, toujours la théière. Ce sont des pots à thé couverts. Le thé est de rigueur, ça se passe en plein air, il y avait de la neige, nous disaient les dépêches, mais je vois que le ciel est clair. Non, pardon, c'est une grande verrière, c'est un grand stade, une grande verrière, c'est là qu'ont eu lieu les fameux matchs de ping-pong qui ont été en quelque sorte le prélude sino-américain aux rencontres d'aujourd'hui, un prélude finalement extrêmement modeste. Bon, nous reviendrons éventuellement sur ces images en direct de Pékin. Maintenant, notre invité, donc, Louis Audru. Vous êtes rentré il y a 2-3 semaines, M. Audru, de là-bas?
Au début du mois de février. Au début, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Quels ont été vos étonnements? Bien sûr, je rappelle que vous êtes député communiste. Quels ont été vos étonnements de communiste, l'un des très rares qui sont allés en Chine ces dernières années, devant tout ce que vous avez pu voir, culte de la personnalité, Mao, etc. Je savais que le culte de la personnalité de Mao existait. J'ai pu constater sur place son ampleur. Depuis les abords de la muraille de Chine jusque sur les rives du Yangtze-Kiang, dans les écoles, les hôpitaux, les gares, les hôtels, les aéroports, le long des avenues, sur tous les monuments, sur tous les bâtiments, pardon, des mots d'ordre de Mao Tse-tung sont là, exaltant sa pensée et comment dirais-je, aboutissant à ce que tout un peuple, en définitive, arrive à penser de la même façon sur les problèmes essentiels. Je crois qu'on peut dire que ça dépasse tout ce qui avait été fait sous Staline en Union soviétique. Je le crois, et encore qu'on m'ait dit que, présentement, ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est déroulé pendant la révolution culturelle. Il paraît que ça a été vraiment une chose absolument extraordinaire, dont les quelques rares Européens qui ont pu se rendre là-bas ont d'ailleurs dit ce qu'il convenait d'en penser pour leur part. Oui, je crois que on peut peut-être vous rappeler, monsieur, ce que disait Mao Tse-tung lui-même dans la fameuse interview à Edgar Snow, qui se passait au mois de juillet 1970, autant que je me souvienne, disant c'est nécessaire, c'est utile, cette sorte de culte de la personnalité, mais maintenant, son but est atteint, elle peut diminuer, il peut diminuer, il peut... C'est une sorte d'autocritique. Ayant vu sur place ce qu'il en demeure, je pense que l'autocritique n'est pas allée jusqu'au bout en la matière. Mes étonnements, vous me demandez. Oui. Alors, ce que je viens de vous indiquer concernant le culte de la personnalité, dire des étonnements pour la Chine et pour moi, communiste français, qui sait, bien avant d'aller en voyage, ce qui a été réalisé en Chine. Je n'ignore pas tout ce qui a été fait à partir de 1949 et notamment dans les 10 premières années. Maintenant, Mao Tse-tung ne veut plus parler de l'aide que l'Union soviétique leur a apportée à l'époque, mais cette aide a été absolument incontestable, évidente et bénéfique. Ils ont liquidé tous les problèmes hérités de l'ancienne société. N'oubliez pas qu'avant 1949, bon an, mal an, il mourait des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes chaque année, de maladies, de disettes, d'inondations. Les fillettes vendues à 12 ans, les femmes esclaves, pas de médecins ni à la ville ni à la campagne, la famine, que sais-je encore, toutes ces choses-là, sans compter la prostitution, la corruption, notamment à Shanghai, tout cela a été réglé. J'ai vu une Chine propre. Une Chine propre non seulement à la ville, et nous souhaiterions, nous, une ville de Paris aussi propre, par exemple, que les Pékin ou que les Shanghai, mais également à la campagne où on a l'impression que les paysans ont dû balayer le matin leur terre, tellement cela est propre. Ça fait partie de quelques-uns de mes étonnements là-bas, avec également un autre aspect. C'est en ce qui concerne l'économie du pays. À mon sens, après avoir visiter des usines, y compris une grande usine de 6000 travailleurs à Shanghai, après avoir été dans une commune populaire et discuté avec les dirigeants de la commune populaire, l'économie chinoise n'a pas décollé, elle n'a pas pris son envol. On a la sensation de se trouver avec un peuple d'artisans. Si vous voulez, un petit peu avec l'appel à l'esprit d'initiative, la Chine c'est un immense concours l'épine actuellement à l'échelle d'un grand peuple de 800 millions d'habitants qui fait ce qu'il peut pour se sortir de la misère. Ils sont habillés et ils mangent. Et par rapport à ce que fut l'ancienne société, c'est quelque chose de considérable, je tiens à le dire. Et sur le plan idéologique, vous avez noté beaucoup d'antisoviétisme. Beaucoup. Et personnellement, sachant ce à quoi aboutit l'antisoviétisme à l'échelle du monde, pour en avoir souffert moi-même pendant la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire ici combien cela est préoccupant. Antisoviétisme dans le discours de Chou En-lai, dans l'intervention de Chou En-lai devant nous lorsqu'il nous a reçus, dans les entretiens que nous avons eus avec le vice-ministre des Affaires étrangères représentant de la Chine à l'ONU, mais également antisoviétisme distillé dans la population. On se demande, surtout quand Nixon est là-bas, à quoi servent donc, et pour se protéger de qui, ces abris, pour se protéger de qui, ces tranchées, et puis ces grottes que l'on creuse au flanc des collines. Pourquoi cette dénonciation du social revisionnisme et des revisionnistes modernes qui aboutit en fait, dans la situation actuelle, et M. Couve de Murville l'a lui-même déclaré hier,
qu'en définitive, l'ennemi des dirigeants de Pékin actuellement, c'est l'Union soviétique. Et pour ma part, je considère cela comme extrêmement douloureux et contraire d'ailleurs à la réalité politique. Est-ce que vous pensez qu'actuellement le voyage du président Nixon aura pour effet de renforcer l'antagonisme entre la Chine et l'URSS, ou au contraire, dans un climat général de détente, d'amoindrir les oppositions? Je souhaiterais pour ma part que cela puisse aboutir à amoindrir les oppositions. Mais Nixon est le chef du plus grand pays capitaliste du monde. Comment voulez-vous que ce soit Nixon qui aille, comment dirais-je, faire quelque érosion de l'antisoviétisme chinois tel que je l'ai vu sur place? Je souhaiterais que les principes de la coexistence pacifique, à laquelle font référence actuellement les dirigeants chinois et qui les avaient abandonnés pendant un certain nombre d'années, vous vous en souvenez, que ces principes de la coexistence pacifique s'appliquent certes aux États-Unis d'Amérique, mais qu'ils s'appliquent également à l'Union soviétique. Et quand je parle de l'Union soviétique, tout conflit à l'égard de l'Union soviétique ou toute tension n'est pas simplement un danger pour l'Union soviétique. Dans l'état actuel du monde, c'est un danger, une tension menaçante pour la paix du monde. Et c'est sur cette base que je me place. Alors on pourrait dire, Louis Audru, député communiste français, retour de Chine, à propos de cette visite du président Nixon à Pékin, assez critique et réservé quant aux suites possibles. Je crois avoir dit mes doutes et mes appréhensions. Il va y avoir, dit-on, un communiqué. Par-delà les toasts qui ont été prononcés, le communiqué qui certainement dans la forme sera bon. Je crois qu'il ne pourra pas être autre chose. Il faudra surtout regarder ce qui va se dérouler ensuite. Ce sont les faits qui trancheront, ce sont les faits qui nous éclaireront et qui compteront le plus en définitive. Monsieur le député, merci. Nous allons passer 20 secondes à Pékin en regardant un petit peu de gymnastique et ce sera terminé pour cette 3e édition. Au pourcentage, c'est bien ce qu'il fait.